Bon, bah allez, on est parti. Donc bonsoir à tous. Ce soir sur la scène, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'overclocking. Alors peut-être qu'il y aura des gens un petit peu déçus parce qu'ils s'attendent à beaucoup de fumée tout de suite. Ça viendra un tout petit peu plus tard. Là, on va déjà commencer sur, on va dire, les bases parce que c'est important de comprendre ce que c'est que l'overclocking avant d'en parler, puis avant de montrer des séances d'overclocking extrême. Donc je vais commencer par une petite introduction sur moi, juste pour que vous sachiez un petit peu qui je suis dans le milieu de l'overclocking. Après, je vous présenterai ce que c'est que l'overclocking, qui est-ce qui peut le faire, pourquoi est-ce qu'on peut être intéressé de le faire. Et puis après, voir tout ce qui gravite un petit peu autour, les conséquences pour les performances, les conséquences, les risques. Et puis comment est-ce qu'on peut apprendre à faire de l'overclocking. Et puis en fin de séance, on fera un petit peu d'overclocking extrême. Donc là, on a une petite bonbonne d'azote liquide. L'azote liquide, c'est le liquide, on va dire, le plus recherché pour l'overclocking. C'est à moins 196 degrés Celsius, donc c'est vraiment très très froid. Et puis vous allez voir tout au long de la séance, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on a recours à ça et puis pourquoi est-ce que ça devient intéressant de l'utiliser plutôt que les systèmes de dissipation, on va dire, un peu plus classiques. Donc voilà, moi c'est Wizerty, je fais de l'overclocking depuis une dizaine d'années. Et puis c'est une passion qui m'a pris, comme beaucoup d'overclockers. Tout simplement parce que quand on est jeune, ou moins jeune, et qu'on n'a pas forcément le budget pour acheter de nouveaux composants, des composants plus performants, et que malgré ça on aime le jeu, il y a un moment où on est un petit peu limité. Le tout dernier jeu qui vient de sortir, il lag, il rame, on n'a pas assez de FPS, on se plaint, on dit on est mort parce que ça laguait un petit coup. Enfin, on a toujours des bonnes excuses pour se faire tuer. Et puis quand on n'a pas les moyens d'acheter un processeur plus puissant, une carte graphique plus puissante, il y a une solution et ça s'appelle l'overclocking. Donc je suis parti comme ça, un jeu qui tournait mal sur ma configuration, pas les moyens d'acheter un PC plus puissant, et donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur les forums, voir comment est-ce qu'on pouvait faire de l'overclocking, et puis comment on s'y prend, parce que quand on est tout seul, qu'on est chez soi, et puis qu'on voit les gens faire de l'overclocking, c'est bien beau, mais après comment est-ce qu'on fait pour le faire nous-mêmes. Donc pour ça, je me suis mis sur des forums, j'ai suivi un petit peu l'actualité informatique, le hardware, etc. Et je suis tombé sur des news, sur des sites, qui parlait d'overclocking extrême. Et là, tout de suite, ça a suscité mon intérêt, parce que faire du jeu vidéo, c'est bien, mais faire de l'overclocking pour le jeu vidéo, c'est bien aussi. Mais faire de l'overclocking extrême, c'est vraiment une discipline un petit peu à part. Et donc, je me suis mis à améliorer mes systèmes de refroidissement. On en parlera un petit peu plus tard. Alors, les systèmes de refroidissement de base, je pense que tout le monde connaît le fameux Radstock. Donc ça, c'est ce qui est livré avec certains processeurs pour refroidir votre processeur. Après, on a des modèles un petit peu plus gros. On a des systèmes avec de l'eau. Excusez-moi, décidément. Et puis on a l'azote liquide. Donc voilà, je me suis mis à suivre un petit peu les news et à voir les gens qui faisaient de l'overclocking extrême et je me suis dit pourquoi pas moi. Sauf que là encore il y a une question de moyens. Donc malheureusement je les ai suivis un petit peu à travers internet avant de pouvoir m'y mettre moi-même. Juste parce qu'au départ il y a on va dire il y a un petit peu de matériel à acheter. C'est pas des sommes énormes, mais quand on n'a pas le budget, on n'a pas le budget. Et donc voilà. Alors je me suis pris au jeu, j'ai fini par faire des compétitions, il y a des classements pour l'overclocking extrême. J'ai réussi à être numéro 1 mondial, donc c'est ce que je visais. Ça a été, on va dire, l'apogée de ma carrière d'overclocker. Et à partir de là, j'ai lâché un petit peu les classements et puis je me suis orienté un peu plus sur d'autres choses, apprendre aux gens l'overclocking. Donc c'est pour ça notamment que je suis là ce soir. Expliquer comment on peut faire du tutoriel, faire des articles pour expliquer aux gens comment ça marche. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc, alors celui-là là, il va mieux, il fait pas clic-clic, ça devrait aller. Voilà, je crois que je me suis j'ai un peu fait le tour de ça. Donc l'overclocking, qu'est-ce que c'est? Parce qu'au final, vous n'êtes pas là pour moi, vous êtes là pour l'overclocking. Donc l'overclocking, comme je vous disais, votre ordinateur, vous avez acheté un processeur, vous avez acheté une carte graphique il y a une semaine, il y a un an, il y a 10 ans, peu importe. Il a des certaines performances. Et les performances, on veut toujours un petit peu plus. Et donc pour avoir plus, on peut passer au magasin, racheter un composant plus récent ou plus puissant, ou alors on peut tenter l'overclocking. Donc quand vous achetez un processeur, sur la boîte ou sur le processeur, il a indiqué une certaine vitesse. Donc la vitesse, Bon décidément ça arrange pas les choses. Peut-être que c'est moi qui émets des mauvaises ondes. Donc le processeur, on va vous le vendre et on va vous dire il est fait pour fonctionner à 4 GHz. Donc 4 GHz c'est la vitesse et c'est le nombre, on va dire que c'est le nombre d'opérations qu'il peut faire à la seconde. Juste pour illustrer. Et donc s'il va à 4 GHz, il est moins rapide que s'il était à 5. Je pense que jusque là, 4, 5, tout le monde ça va. Et donc l'overclocking, ça va juste être ça. Si vous êtes un tout petit peu doué en maths, que vous savez compter sur vos doigts, vous savez déjà pourquoi on fait de l'overclocking. Donc en augmentant la vitesse du processeur, il va être plus rapide. Et en étant plus rapide, vos jeux vont être plus fluides, vos rendus, vos calculs, etc. vont être plus rapides. Et donc vous êtes content derrière votre ordinateur. Vous mourrez toujours aussi vite, mais vous devez trouver une autre excuse. Donc voilà un petit peu ce que c'est que l'overclocking. Alors qu'est-ce qu'on peut overclocker? On peut quasiment tout overclocker. Alors j'ai pris un petit peu de matériel avec moi.
Hop. Alors, si vous en avez chez vous, forcément, des cartes mères, elles ressemblent pas trop à ça. Là, c'est parce qu'elle est prête pour le froid, mais malheureusement, toutes les autres sont déjà montées, donc je vais vous montrer sur celle-ci. Donc voilà une carte mère, donc là c'est une Maximus 11 Gene, une carte d'Asus. Et sur la carte mère, donc en plein milieu, alors je vais essayer de bouger le micro sans que ça claque. Ici, donc on a le processeur. Donc le processeur, c'est une des parties les plus utiles de l'ordinateur, c'est lui qui va faire tous les calculs, et donc c'est lui qui apporte, on va dire, la puissance à l'ordinateur. Mais le processeur tout seul, il ne peut pas fonctionner. Donc il a besoin d'une carte mère. Donc la carte mère, c'est la chose que je tiens dans la main. Et donc si vous l'avez chez vous, normalement, elle est un peu plus sexy, elle est un peu plus belle. Là, elle est préparée pour l'overclocking extrême. Donc je vous parlerai un petit peu des préparations plus tard. Donc voilà, on a le processeur, on a donc la carte mère. Et puis après, le composant qui intéresse sans doute le plus de personnes ici, donc vu qu'on a une LAN gamer, ça va être la carte graphique. Donc la carte graphique, c'est cette pièce-là. Qui est relativement imposante. Alors on peut en avoir des plus grosses, des plus petites, etc. Là on a une 2080 Ti, donc c'est ce qui se fait quasiment de mieux. Donc voilà, on peut overclocker tous ces composants, sachant que pour overclocker le processeur, on va forcément passer par la carte mère et par le BIOS. Donc voilà un petit peu ce que c'est que l'overclocking, c'est juste faire augmenter les fréquences de fonctionnement pour avoir plus de performance. Donc jusque là c'est relativement facile. Alors pourquoi est-ce qu'on veut faire de l'overclocking? Parce que je pense que c'est ça le point principal. Eh ben, c'est pour avoir plus de performance, comme je vous disais. Si vous êtes en train de faire des jeux, vous n'avez pas envie que ça lag, vous avez envie que ça soit plus fluide, etc., vous pouvez faire de l'overclocking. Vous avez des calculs qui sont lourds, vous encodez des films, vous faites du rendu d'image, etc., ça prend 8 heures. Bah, si vous overclockez, ça peut passer en 6 heures, ça peut passer en 5 heures, etc. Donc l'intérêt, il est assez facile à voir. Alors pourquoi est-ce que l'on peut faire de l'overclocking? Parce que vous allez me dire, si le processeur que vous achetez qui tourne à 4 GHz, s'il est capable de tourner à 5, bah pourquoi le fabricant ne vous le vend pas pour tourner à 5 GHz? Au final, vous le payeriez encore plus cher et il s'en mettrait encore. J'allais dire plein les poches, mais ça pourrait être mal pris. Il gagnerait encore plus, il fera encore plus de marge. Donc pourquoi est-ce qu'il vous le vend pour 4 GHz s'il est capable de tenir 5? Eh bien tout simplement parce que le processeur qu'il fabrique, il ne va pas le fabriquer unitairement, il va en fabriquer des milliers. Et donc quand il en fabrique, il ne sait pas s'il va aller chez vous, s'il va aller chez votre voisin, s'il va aller en Sibérie, s'il va aller en Afrique. Et donc il y a des problèmes de température. Plus le composant va être chaud, et puis moins il est capable de s'overclocker. Donc ne sachant pas où il va être vendu, il faut bien qu'il prenne des marges. Ensuite, il ne sait pas le type de refroidissement que vous allez utiliser. Est-ce que vous allez utiliser un tout petit refroidissement comme celui-ci? Est-ce que vous allez utiliser quelque chose de plus performant, quelque chose d'encore plus performant? Il ne le sait pas. Donc il est obligé de se mettre dans le cas, on va dire, le plus défavorable. Il ne sait pas non plus si vous allez acheter une carte mère entrée de gamme ou une carte mère plutôt haut de gamme comme celle-ci. Et donc pour toutes ces raisons, au moment où le fabricant il fait son processeur, eh ben, il va le tester et il va être obligé de mettre une marge. Et donc en fait, nous, ce qu'on va utiliser, c'est cette marge. Alors la marge, elle a aussi d'autres raisons. Tout simplement, le processeur, durant sa vie, il pourrait, en général, enfin j'ai jamais constaté ça, mais on a toujours dit que ça pouvait se passer, il pourrait par exemple devenir de moins en moins performant, et donc il prévoit aussi une petite réserve au départ en se disant, bah, s'il s'endommage un petit peu, bah, il sera toujours capable de tenir ce que j'ai annoncé, et donc hop, ça se retourne pas contre moi. Voilà. Et puis la dernière chose aussi qu'il faut bien imaginer, et ça va introduire un autre point que je vais vous expliquer plus tard, c'est que c'est des grosses séries. Et on imagine qu'un fabricant comme Intel, il va pas faire 10 000 références. Si son processeur il est capable de tenir 4001, ou 4002, ou 4010, ou 4030, il va pas faire 5 références différentes. Il va faire une référence par exemple à 4000 et il va en faire une autre à 4005. Et donc tous ceux qui sont capables de tenir 4004, bah, ils sont pas capables de tenir 4005 et donc il va les vendre pour 4000. Et donc dans ce cas-là, bah, vous avez aussi une marge de test. Donc voilà, quand il le fabrique, il le teste dans des conditions très difficiles. Et puis pour être sûr que chez vous ça marche, mais du coup bah, ça nous donne une marge et c'est cette marge-là qu'on exploite dans l'overclocking. Alors là je vais vous proposer avec mon assistant, je vais vous proposer tout au long de la démo 2-3 petits résultats. Alors là on a mis artificiellement le processeur à 4 GHz, c'est juste pour que ça soit plus facile pour nous de vous montrer le gain. Donc le processeur qu'on est en train d'utiliser là c'est un 9900 KS, c'est un 9900K, le KS il doit être sur une autre. Et puis on l'a mis à 4 GHz. Donc là ce qu'on va faire, c'est on va faire un benchmark. Vas-y, je pense que tu peux les présenter. Est-ce qu'on peut switcher sur l'écran s'il vous plaît? Voilà. Donc là le logiciel qu'on utilise c'est un benchmark. Alors le benchmark ça a juste pour but d'attribuer un score à votre ordinateur. Donc dans la vie de tous les jours, ce test-là, il n'est pas utile, mais il va pouvoir refléter les performances de votre ordi. Et ça, c'est ça qui est vraiment important pour nous, c'est d'avoir un étalon pour pouvoir voir de quoi on part et où on va. Donc là, le logiciel, il va faire du rendu d'image. Donc vous allez voir que quand on clique sur démarrer, il y a une image qui va apparaître petit à petit. Et en fait, le processeur, il va calculer le rendu de l'image. Donc vas-y, tu peux lancer. Voilà. Donc là, c'est déjà un processeur qui est très très véloce. Il a 8 cœurs et 16 threads. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a plein de petits morceaux qui sont calculés en même temps.
Bon, après, si vous n'avez pas les, je vais pas dire que vous n'avez pas les bases, mais si vous n'avez pas de repères, vous vous rendez pas compte à la vitesse où ça avance, mais ça avance déjà très vite. Quand on a des processeurs de génération précédente, on peut mettre plus d'un quart d'heure pour faire juste le même travail. Voilà. Là, on va regarder juste le score que l'on fait, et puis essayer de le garder en tête. Je vais prendre en note, mais des notes, j'en ai mis un petit peu partout. Alors, donc, le premier test qu'on a fait, donc à 4 GHz, on est arrivé à 1755. Donc là, c'est même pas les perfs normales, hein. On a juste mis un petit peu moins pour que vous puissiez voir encore plus le gain, parce que si on veut mettre en évidence, autant qu'il y a des écarts conséquents. Et puis, je vais juste me permettre de prendre la souris. Pour la suite, là c'est pas vraiment intéressant, mais pour la suite, on va regarder également la consommation et la température du processeur pour que vous ayez aussi des notions de où on part et où est-ce qu'on va. Donc on va relancer le test, et puis regardez ici, vous avez la température des cœurs du processeur. Donc le processeur, quand il travaille, quand il effectue un travail, eh ben, il chauffe. Donc là on voit qu'il est par exemple à 50 degrés. Donc pareil, je vais mettre ça en note, 50 degrés, on a fait 1755 points. Et puis la consommation, on peut la voir ici, 70 watts, c'est pareil, c'est juste pour base. Parce qu'on va voir que quand on fait de l'overclocking, c'est pas anodin, et puis il y a des choses qui se produisent. Alors, j'essaie de m'y retrouver dans mes notes. Alors, on a vu pourquoi. Alors, on a vu ce qu'on pouvait overclocker, mais voilà, juste un petit truc aussi. Quand on fait de l'overclocking, on peut overclocker beaucoup d'autres choses. Je vous ai parlé du processeur, je vous ai parlé de la carte graphique. Si vous voulez, vous pouvez overclocker votre téléphone, vous pouvez overclocker votre écran, vous pouvez overclocker votre SSD. C'est des choses qu'on fait un petit peu moins, qui sont un peu moins connues, mais ça se fait. Alors je vous avoue que moi je suis pas du tout expert dans la discipline. Moi je suis plus processeur, carte graphique, RAM. Mais voilà, ça peut vraiment s'étendre à quasiment tous les composants informatiques que vous pouvez avoir. Ah, ça vient un peu près. Donc on a vu pourquoi est-ce que c'était possible, on a parlé donc des marges, et puis une autre marge qui est importante aussi, donc pourquoi est-ce qu'on a de la marge, c'est à cause de la consommation. Là on a vu que le processeur, il affichait 70 watts. Donc on va revenir tout au long aussi de la démo sur cette valeur. 70 watts, donc c'est ce que le processeur consomme quand vous lui demandez de travailler, eh ben, il a besoin d'énergie, et il va forcément chauffer. Et donc plus il consomme, plus il va chauffer. Et donc au moment où vous allez choisir votre processeur pour le mettre dans votre PC de jeu, je pense qu'on est tous un petit peu pareil. Si il chauffe trop, ben, on va pas être content. Et surtout on va devoir avoir un ventilateur qui tourne vite pour le refroidir. On va avoir une machine qui est bruyante et ça nous intéresse pas trop. Donc le fabricant, quand il fait son processeur, il va aussi essayer de garder une certaine enveloppe thermique pour pas que ça chauffe trop. Et donc pour ça, il va mettre des tensions d'alimentation qui sont faibles. Et donc nous, on va pouvoir les augmenter, ces tensions. Mais en les augmentant, eh ben, on va voir que la consommation et la température vont augmenter. C'est pour ça que j'ai pris ces références pour vous montrer un petit peu comment est-ce que ça va évoluer tout au long de la démo. Là, je pense qu'on peut re-switcher l'écran, s'il vous plaît. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire de l'overclocking. On a vu pourquoi, on a vu qui est-ce que ça pouvait intéresser, et donc comment est-ce qu'on peut le faire. Alors pour faire de l'overclocking, si on veut overclocker le processeur, hein, rappelez-vous le processeur, je vous ai montré tout à l'heure, c'est le petit carré gris qui est au milieu de la carte mère. Donc c'est lui qui fait les calculs, mais lui sans la carte mère, on va dire qu'il est rien. Et la carte mère sans le processeur, elle est rien non plus. C'est un couple, et ce couple-là, il est vraiment indispensable. Et quand on va vouloir overclocker le processeur, alors je vais prendre le processeur parce que c'est le plus simple à expliquer, mais ça pourrait faire pareil sur la carte graphique. Quand on va overclocker le processeur, on va devoir le faire par l'intermédiaire de la carte mère. Et donc la carte mère, elle a ce qu'on appelle un BIOS. Et donc le BIOS de la carte mère, c'est un petit programme qui va se charger. Dès que vous allez démarrer votre carte mère, vous allez appuyer sur le bouton, avant même d'être dans votre système d'exploitation, dans Windows, dans Ubuntu, peu importe celui que vous préférez. Avant ça, la carte mère va charger, elle, des réglages, des paramètres, et donc c'est ce qu'il y a dans le BIOS. Et donc dans le BIOS, il va y avoir tout ce qui est utile pour faire de l'overclocking. Et donc c'est là que vous allez dire à votre processeur à quelle vitesse il doit avancer, c'est là que vous allez mettre vos tensions d'alimentation, c'est là que vous allez dire à quelle fréquence les ventilateurs doivent tourner, etc. Donc les BIOS, il y en a plusieurs sortes. C'est-à-dire que si vous achetez une carte mère, je vais dire bas de gamme, elle fera tourner votre processeur très bien. Par contre, elle ne sera pas forcément apte à faire de l'overclocking, tout simplement parce qu'elle n'a pas les composants dessus pour résister à l'overclocking. L'overclocking, ça va entraîner une hausse de consommation, une hausse de la température. Et si vous prenez des produits qui sont un petit peu bas de gamme, pour être moins cher, il y a certains composants qui sont un petit peu moins robustes. Donc ça fonctionne très bien quand on veut l'utiliser de façon classique. Par contre, ça ne marche pas pour l'overclocking et encore moins pour l'overclocking extrême. Donc, il faut faire attention, toutes les cartes mères ne permettent pas de faire l'overclocking. Sachant que maintenant, il y a des gammes qui sont dédiées, comme les gammes ROG chez Asus, qui sont dédiées pour ça et donc qui ont des composants qui sont vraiment très très costauds.
Alors aujourd'hui, vous allez voir qu'à par l'intermédiaire du BIOS, c'est vraiment très simple de faire de l'overclocking. Il faut imaginer qu'il y a quelques années en arrière, c'était un petit peu différent. Il n'y avait pas d'outils pour le faire. Et donc, pour overclocker, eh ben, on était obligé de souder directement des choses sur les composants, de venir déplacer des cavaliers. Donc, c'était des modifications un petit peu physiques sur la carte. Et les fabricants, ils se sont rendus compte que les gens, ils avaient... ils arrivaient à faire ces modifications et puis surtout ils s'intéressaient à ça et ils se sont dit bah tiens si on faisait pareil et si on proposait des méthodes plus simples pour faire de l'overclocking, peut-être que les gens ils s'intéresseraient plus à nos produits et puis qu'ils achèteraient notre marque plutôt que les autres. Et donc tous les fabricants se sont mis à s'intéresser à l'overclocking et puis ils ont commencé à faire des cartes mères comme la série Rogue où vraiment vous avez tout en main pour faire de l'overclocking plus simple. Et donc je vais vous expliquer pourquoi tout en main. Donc le BIOS, si on peut reswitcher un petit coup. Voilà, donc là le BIOS, il est tout par défaut, donc je vais vous montrer très rapidement, hein, on va pas faire un cours d'overclocking complet. Si jamais vous êtes intéressé pour voir comment on pourrait overclocker ce 9900K, je fais un petit coup de pub en même temps, mais ça vous servira. Sur ma chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube c'est Wizerty, j'ai fait il y a 2-3 jours un tutoriel donc, où j'explique tous les réglages qu'il faut pour overclocker ce processeur comme il faut, en expliquant toutes les options une à une. Là ce soir ça prendrait 1 heure de le faire, donc on n'aura pas le temps sur scène, mais... On va prendre juste quelque chose de simple. Donc on a vu tout à l'heure, le processeur il était à 4 GHz, je vous ai dit. Donc on l'avait mis artificiellement à 4 GHz. Donc si jamais on voulait le modifier, j'ai cliqué sur la mauvaise touche. Si jamais on voulait le modifier, vous voyez qu'on a une option ici qui s'appelle Core Ratio Limit et qu'on a mis à 40. Donc on l'a mis à 40, le processeur il fonctionne à 4. Si je veux faire de l'overclocking, hop, voilà, j'ai déjà fait de l'overclocking, je suis à 4,1. Et donc si j'appuie Entrée, là mon processeur il sera plus rapide et donc du coup je vais faire des calculs plus vite. Si je veux overclocker encore un peu plus, tac, 42. Et là, je vais encore faire de l'overclocking. Donc vous voyez que de base, c'est pas très compliqué. Par contre, ça demande quand même d'autres modifications parce que si je fais que ça, il y a un moment où le processeur il va pas être capable de le tenir. Donc après, quand on va vouloir augmenter plus, il va falloir augmenter les tensions d'alimentation. Donc la tension d'alimentation du processeur, donc des tensions d'alimentation, vous voyez, il y en a plusieurs. La principale, c'est celle qu'on va appeler le CPU Core Voltage, donc qui est juste ici. On peut le mettre en mode manuel et puis on va pouvoir lui imposer quelque chose. Donc au lieu de 0,88 qui est proposé, si je veux, je peux lui mettre 1,3. Et donc en faisant ça, au lieu de donner 0,9 volts au processeur, je vais lui en donner 1,3. Donc lui, il va être un petit peu boosté, il va être un peu drogué si vous voulez, il va être capable de tourner plus vite. Le problème, c'est que si on lui en met trop, c'est un peu comme si vous droguez trop, il y a un moment, il y passe quoi. Donc on peut comme ça augmenter la tension d'alimentation, mais il faut le faire de façon précautionneuse et il faut faire attention de ne pas y aller trop vite et de ne pas y aller trop fort. Donc là, on va vous montrer. Il y aura des écrans bleus pendant la session, enfin normalement. Donc des écrans bleus, ça veut dire que c'est pas stable et que ça marche pas, mais c'est volontaire. Comme ça, je me couvre un petit peu. Donc si vous voyez que ça crache, c'est fait exprès, c'est pas dangereux. Donc pour gagner un petit peu de temps, j'ai fait un profil. Donc vous avez eu un aperçu du BIOS. Hein. Le BIOS, il est vraiment très complet. Si vous descendez, vous voyez que là, c'est une carte mère où il y a vraiment beaucoup d'options. Et donc on peut quasiment faire tout ce qu'on veut avec. Pour gagner du temps, on peut enregistrer des profils. Donc là, j'ai fait un petit profil que j'ai appelé 5 GHz. Et donc en faisant ça, il va mettre directement tous les paramètres que je lui avais proposé. Et donc vous voyez que maintenant, tout ce qui est en automatique, c'est maintenant rempli. Donc ça, c'est la méthode d'overclocking, on va dire la plus... Je vais pas dire la plus simple, parce que c'est peut-être la plus complexe, mais la plus... qui permet de faire le plus de choses. On peut rebasculer un petit coup. Donc voilà, le BIOS, encore une fois, c'est là où on va pouvoir faire le plus de choses, mais c'est en manuel. Et toutes les cartes mères ne sont pas... Ouais, là tu peux redémarrer comme ça. Toutes les cartes mères ne proposent pas ces options. Donc il y a certaines cartes où le BIOS, il est vraiment très très simple et il n'y a quasiment rien. Vous ne pouvez pas changer les tensions, vous ne pouvez pas changer les voltages, et donc, les tensions d'alimentation, et donc dans ce cas-là, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Pour overclocker également, il faut un processeur qui soit... Là c'est juste une petite mise en garde, il faut aussi un processeur qui soit capable d'être overclocké et c'est pas le cas de tout le monde. Donc si vous voulez vous y mettre, il faut avoir déjà le couple qui est apte. Et puis si vous voulez acheter dans le but de faire de l'overclocking, vérifiez bien que vos composants ils soient dans une gamme qui le permet. Donc ça c'était juste pour l'introduction sur le BIOS. Comme je vous ai dit, vous pouvez regarder des tutos sur internet, que ce soit moi ou des autres, vous aurez. Le truc c'est qu'il y a plein de gens qui se disent ok, moi j'ai envie d'avoir des performances mais j'ai pas envie d'y passer ma vie, j'ai pas envie de passer du temps à voir les forums, j'ai pas envie de passer du temps à lire des tutoriels. Et donc les fabricants ils se sont dit si au final notre carte mère elle est capable de faire de l'overclocking, pourquoi est-ce qu'on lui demande pas de le faire tout seul? Après tout, les réglages, la carte mère pourrait très bien les mettre toute seule. Et donc c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Et donc la carte mère maintenant elle est capable de se overclocker toute seule. Le problème, c'est le même problème que quand le fabricant fait son processeur. La carte mère, elle ne sait pas ce que vous allez lui mettre comme processeur. Elle ne sait pas si vous allez lui mettre un processeur qui est super bon ou si vous allez tomber sur un processeur un petit peu moins bon et qui va avoir du mal. La carte mère ne sait pas si vous allez avoir un refroidissement très performant ou un refroidissement qui ne l'est pas. Et donc, quand les ingénieurs d'Asus, par exemple, font des BIOS, ils sont obligés de partir du principe que vous allez avoir un processeur qui n'est pas bon et que vous allez mettre un refroidissement qui n'est pas performant.
Et donc en faisant ça, ben, il se couvre pour se dire, ben, si l'utilisateur 1, 2, 3, 4, 10 000 monte le processeur dessus, ça fonctionnera. Et ils sont un petit peu obligés de faire ça parce que si jamais l'utilisateur numéro 2 il met son processeur qui démarre et que ça plante, ben, ça fait un petit peu mauvais genre. Les gens ils vont retourner sur le forum de la marque et ils vont dire écoutez, votre carte mère elle marche pas, etc. Et donc l'avantage de ça c'est que vous avez quasiment rien à faire, la carte mère s'en occupe toute seule. L'inconvénient c'est que là encore ça sera pas optimisé. Ça fonctionnera, ça sera de l'overclocking, mais il y a une marge de progression que vous pouvez faire. Chose que vous pouvez faire en manuel, vous pouvez optimiser beaucoup plus, mais ça requiert des connaissances. Donc ça c'est l'overclocking. Le deuxième dont je vous parle c'est l'overclocking automatique, où juste la carte mère le fait à votre place. Et puis après, maintenant, il y a une troisième forme d'overclocking. Alors, moi, je n'en suis pas fan parce que j'aime bien mettre les mains dedans, mais je sais qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas le cas. Il y a l'overclocking, c'est l'AI overclocking. Et donc, en fait, c'est une espèce d'intelligence artificielle qui va découvrir votre plateforme au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous allez dans le BIOS, vous activez cette fonction, et elle va vérifier la température de votre processeur, elle va vérifier sa stabilité, et au fur et à mesure, elle va améliorer ses connaissances, etc. Elle va découvrir la machine un petit peu comme vous l'auriez fait. Parce que vous, quand vous avez votre machine et que vous faites de l'overclocking manuel, eh ben vous savez pas si votre processeur il est bon ou pas. Donc vous allez commencer gentiment, puis vous allez augmenter un petit peu, puis augmenter un petit peu, puis augmenter un petit peu. Vous allez vérifier les températures, augmenter les tensions d'alimentation, etc. Et ben là, c'est la carte mère qui s'occupe de ça et qui le fait elle-même. Alors moi, j'aime pas parce que forcément, du coup, ça prend un petit peu mon travail. Mais c'est une fonction qui est beaucoup plus avancée, beaucoup plus aboutie que l'overclocking automatique de base. Donc c'est chez Asus, ça s'appelle le AI overclocking. Donc voilà un petit peu. Ah oui, puis aussi je voulais vous présenter les profils. Alors, tant pis, on repassera pas dans le BIOS. Les profils, donc dans les cartes mères, pareil, les fabricants, ils font aussi pour vous assister. Ils se disent, ben, on est capable de le faire tout seul, mais c'est pas top. Vous êtes capable de le faire, mais ça demande des connaissances. Et ben, on va faire un petit peu un intermédiaire et on va faire des profils. Donc vous pouvez charger des profils qui sont déjà faits, qui vont mettre plein d'options dans le BIOS pour vous. Et après, en utilisant ces profils, ben, vous pouvez affiner un petit peu les réglages. Et donc ça va vous mâcher le travail. Notamment au niveau de la RAM c'est vraiment très compliqué à optimiser. Et donc en utilisant des profils RAM comme ça, ben, on sauve, on économise beaucoup de temps, même si on fait de l'overclocking manuel. Donc là je vous propose de refaire un petit test. Donc on va se mettre, ben, on va en profiter pour introduire aussi une autre façon d'overclocker, c'est depuis le système d'exploitation. Donc on va lancer Turbo Vcore. Donc là, c'est un outil qui est normalement réservé un peu aux overclockers ou aux overclockers extrêmes, qui est un petit peu allégé et qui permet de changer pas mal de réglages. Donc vous avez vu dans le BIOS qu'il y avait plein de tensions d'alimentation. Bah, là, on les retrouve. On retrouve aussi les fréquences. Donc à partir de Windows, on va pouvoir faire de l'overclocking. Alors le gros avantage de ce petit utilitaire, c'est que si on veut essayer plusieurs choses, si on veut essayer plusieurs fréquences par exemple, eh ben, on n'a pas besoin de redémarrer à chaque fois. Et donc on va pouvoir essayer une fréquence, si ça marche en mettre une autre, si ça marche en mettre une autre, sans avoir à redémarrer la machine tout le temps. Et donc ça, c'est plutôt positif. Donc là, on va se mettre à 5 GHz. Tout à l'heure, on était à 4 artificiellement. Là, on va se mettre à 5 pour vous montrer un petit peu la différence. Et puis, on va se mettre volontairement à 1,15 volts. Donc, rappelez-vous, la tension d'alimentation, plus elle est faible, et puis moins le processeur chauffe, moins il consomme, et par contre, moins il sera stable. Donc là, on va voir que normalement, ça doit être à peu près limite, et on risque d'avoir des écrans bleus. Donc, juste pour vous montrer, si on a un écran bleu, c'est pas grave, on va redémarrer. Est-ce qu'on peut voir les températures en même temps? Oui. Vas-y. Ça, tu peux le fermer, Turbo Vcore, on le rouvrira après. Voilà, bon bah c'est hop, on a de la chance, ça a planté. C'est pas souvent qu'on veut que ça plante, mais quand on veut que ça plante et que ça plante pas, après on l'a un petit peu mauvaise. Donc là on a réussi, et puis c'est bien parce qu'on a encore le truc à l'écran. Donc vous voyez que la consommation, vous avez pu voir que la consommation était à 119 watts, tout à l'heure on était à 70. Donc déjà elle a augmenté de façon conséquente, 70, 120. Enfin 119 on va arrondir à 120. Donc là la machine elle chauffait déjà, elle consommait déjà beaucoup plus. La température qui était tout à l'heure à 50, là on était déjà à 70. Et on voit que malgré le fait qu'on ait augmenté un petit peu la tension, on ne l'a pas augmenté assez. Et donc si on ne l'augmente pas assez, ça fait ça. Et ça fait un plantage. Donc quand ça plante, pas de souci, on redémarre la machine. Alors si on avait fait l'overclocking dans le BIOS, on pourrait retourner dans le BIOS tout de suite pour changer. Là on va directement changer depuis le système d'exploitation. Comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire. Donc quand on a un plantage comme ça, on a deux choix. Soit on a encore un petit peu de marge au niveau de la température, c'est-à-dire qu'on ne chauffe pas trop. Et si on ne chauffe pas trop, pour stabiliser, on va pouvoir augmenter le Vcore, la tension d'alimentation. Et donc là, c'est ce qu'on va faire. Au lieu de mettre 1,15 volts, on va mettre 1,2. Le processeur va consommer encore plus, il va chauffer encore plus, mais par contre, il sera plus stable. Donc c'est ce qui nous intéresse. Si jamais on ne pouvait pas parce qu'il est trop chaud, on verra le cas tout à l'heure. Si jamais le processeur était déjà trop chaud, il faudrait juste baisser la fréquence parce qu'il ne serait pas capable de tenir ce qu'on lui demande. Donc voilà, là on a mis un petit peu. Alors là, si ça plante, par contre, c'est plus normal. Normalement, ça devrait aller au bout. Alors si vous avez l'œil, vous devriez voir que ça va plus vite. Mais ça doit être quand même difficile. Le core temp, il est au milieu, en orange.
Donc là, on serre un petit peu les fesses en espérant que ça passe. On a 1,2 volts, on le voit. Alors, on voit pas la consommation. Prête-moi la souris. Ouais. Voilà. Donc là, on voit que maintenant, on est à 164 watts. Donc, on a plus de doubler la consommation. Et puis, on voit qu'on a 1,2 volts et que maintenant, les températures... Alors, je sais pas si je peux montrer à l'écran. Ouais. Vous voyez juste au-dessus de mon doigt, si sa caméra bouge pas, juste au-dessus de mon doigt, on voit les températures. Et donc, on voit 80 degrés. Je peux montrer aussi avec la souris, ça sera peut-être plus efficace. Donc, voilà, juste ici, on voit les 80 degrés, sachant que tout à l'heure, on était à 50 degrés. Donc, là, j'insiste sur ces problèmes de consommation et de température parce que c'est un point clé dans l'overclocking. Je ne sais pas si on peut voir à l'écran. Ici, on utilise un IO, donc c'est un all-in-one en anglais. Ça veut dire tout en un, décidément. Ça veut dire tout en un. Et donc, pourquoi tout en un? Parce que c'est un système qui va refroidir le processeur avec de l'eau. Donc ici, on a une pompe qui fait circuler de l'eau. Et puis l'eau va venir en contact sur une plaque en cuivre qui, elle, va refroidir le processeur. Et après, on a comme sur une voiture un petit peu, hein, on a un radiateur avec un ventilateur et qui, lui, ce couple-là, va refroidir l'eau. Donc le processeur chauffe, on lui fait passer de l'eau. L'eau, du coup, va se réchauffer et le processeur va devenir plus froid. Et après, on fait passer cette eau dans un radiateur qui, lui, va refroidir l'eau. Donc ça, c'est un système qui est déjà beaucoup plus performant que le petit truc de base. Et malgré ça, on voit qu'on atteint déjà 80 degrés. La limite de ce processeur-là, c'est 100. Donc on a encore un petit peu de marge, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc là, on a vu, si par exemple c'était une config pour vous, pour jouer tous les jours, eh ben, au lieu d'être à 4 GHz, vous pourriez vous mettre à 5. Par contre, il faut sacrifier un petit peu de bruit ou avoir un système de refroidissement un petit peu plus efficace et puis accepter de payer un peu plus d'électricité. Par contre, le résultat, on le voit directement. Tout à l'heure, on faisait 1755 points. Maintenant, on fait 2133. Donc imaginez que vous soyez, je sais pas moi, vous soyez fan de vidéo et que vous fassiez de l'encodage vidéo tout le temps. Et puis là, si vous me permettez un gros arrondi, on va dire qu'on a gagné 20%, ou enfin je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais et ben, au lieu de mettre par exemple 10 heures, si vous avez gagné 20%, et ben, vous allez mettre plus que 8 heures pour faire votre encodage. Et si vous faites ça toute la journée, et ben, gagner 2 heures, c'est pas négligeable, et donc c'est un gain. Ou si jamais vous faites, je sais pas, vous êtes photographe, vous appliquez toujours des filtres très lourds sur Photoshop, et bien en faisant ça, vous mettrez vos filtres plus rapidement. Donc ça serait un intérêt de faire le overclocking. On peut le faire sur une carte graphique, et donc au lieu d'avoir 10 FPS, ben vous en auriez 15, 20, etc. Je vais juste prendre les températures pour le palier suivant, 80 degrés. Et puis on est monté à... C'était 160 watts, hein, je crois. Alors là, on y va un petit peu comme des bourrins, si vous me permettez l'expression. On fait des gros paliers. Normalement, quand on fait de l'overclocking et qu'on le fait bien, on verra les risques tout à l'heure et puis les conséquences. Normalement, on devrait y aller petit à petit, trouver la limite, mettre un petit peu plus de volts, trouver la limite, mettre un peu plus de volts, etc. Là, pour la démonstration, on va juste y aller vite pour vous montrer ce qui se passe. Donc là, maintenant, on va mettre 1,38 volts. 1,38 volts, c'est beaucoup, surtout avec ce système de refroidissement. Donc on va voir ce qui se passe. Alors, il va peut-être falloir être rapide. Voilà, alors vous voyez que c'est tout jaune, et quand c'est tout jaune, en général, c'est pas bon, et hop, ça n'a pas planté. Parce que des fois, quand on a 100 degrés, soit la configuration, elle ralentit, et donc dans ce cas-là, ça se passe bien, soit elle s'arrête complètement. Donc là, clairement, on peut l'arrêter, parce que on va le laisser, on va voir s'il y a throttle. Ça, il faut pas le faire chez vous, d'accord? Quand le processeur il chauffe trop, ben, vous attaquez sa durée de vie, vous l'endommagez, et puis après, il y a tous les composants qui gravitent autour du processeur que vous abîmez aussi. Donc, on voit qu'il y a un moment, même si on veut faire de l'overclocking, on a vu qu'en augmentant la tension d'alimentation, on peut aller plus vite. Mais il y a un moment où il faut savoir s'arrêter, parce que là, on met en danger le matériel, et puis la consommation, je ne l'ai même pas regardé, mais ça devait être haut. Et donc là, vous voyez que les températures, maintenant, on est à 100 degrés. Donc si là, mon processeur, il plante, eh ben, je ne peux pas dire je vais mettre plus de volts. Je peux pas, je suis déjà au bout. Donc il va falloir investir dans un système de refroidissement plus performant, ou alors juste dire, bah non, je ne mettrai pas plus. Alors pour essayer de mettre un petit peu plus, parce que on va montrer aussi comment on est censé faire. On va mettre un tout petit peu moins de tension d'alimentation. On va se retrouver à 1,32 ou quelque chose comme ça. Il fait chaud ici, donc mets un tout petit peu moins. Quand j'ai testé chez moi, la température ambiante était beaucoup plus basse. Et du coup, ça passait beaucoup mieux. Donc là, on va se mettre, allez, 1,32. Et puis on va essayer de mettre plus. Là, on a mis 5 GHz. On a vu qu'on a eu un score. Ben, on va essayer de mettre 5,1. Donc là, on est vraiment dans le cœur de l'overclocking, où on va chercher la limite du matériel. Donc je vais continuer à papoter puis à vous présenter un petit peu les risques, etc. Et puis pendant ce temps, on va faire tourner le logiciel et puis vous allez voir que le score, normalement, il devrait monter. Et à chaque palier que l'on va faire, le processeur sera plus performant, on devrait avoir plus de points jusqu'au moment où il va cracher. Il n'a pas cloqué, il faut appliquer le coef dans TurboV. T'as mis grouping? Des fois, il faut juste cliquer grouper. Vas-y, c'est plus réussir. Il faut que tu mettes group tuning et que tu mettes apply. Mets moins et plus. Juste tout petit clic, et puis je suis à vous. Hop, normalement ça devrait être bon.
Non, il l'a pas mis. Bon, sinon on repasse dans le BIOS. Bon. Le logiciel qui est un petit peu capricieux, tu remettras 52 parce que là du coup il est à 51. Donc là on l'a mis à 5,1. Alors où est-ce que j'en étais? Alors les conséquences de l'overclocking, eh ben, on en a parlé, les conséquences ça va être la température, l'augmentation de la consommation et avec ça si on n'est pas précautionneux, bah, ça va être la diminution de la durée de vie de votre configuration. Donc il faut faire attention. Et il y a des effets un petit peu, on va dire cachés ou des effets qu'on n'imagine pas au premier plan. On imagine que j'augmente que j'overclock le processeur, bah vous allez tous me dire votre processeur il va chauffer plus. Bon maintenant ça on l'a compris, on va pas revenir dessus. Mais il y a d'autres choses, par exemple la carte mère, bah, c'est elle qui fournit la puissance, l'alimentation au processeur. Et donc si le processeur il a besoin de plus d'alimentation, c'est la carte mère qui lui donne, et donc la carte mère elle va chauffer plus parce qu'elle doit lui fournir plus. Et donc à ce moment-là, si on a une carte mère bas de gamme, eh ben elle peut jeter l'éponge ou elle peut se mettre en protection, etc. Donc il faut penser que quand on overclock quelque chose, ça peut aussi avoir des effets sur un autre composant, puis un autre composant, puis un autre composant. Donc on a vu le processeur peut avoir une influence sur la carte mère avec les étages d'alimentation, mais il peut aussi avoir une conséquence sur votre alimentation, votre gros bloc d'alimentation. Donc ici j'ai une alimentation de 1500 watts, ça passera, c'est facile. Mais comme la consommation de la configuration augmente, eh ben, il faut que votre alimentation elle soit capable de suivre. Et parfois, quand on fait de l'overclocking, ben, on se retrouve avec une alimentation qui n'est pas capable de suivre l'augmentation. Et puis, puis on a planté. Et donc dans ce cas-là, eh ben, il faut soit arrêter l'overclocking, soit prendre une alimentation un peu plus grosse. Donc là, on a planté, on était à 5,2. Donc voilà. Quand on demande un petit peu trop, là on voit qu'en termes de température, on ne peut pas lui demander plus parce qu'on est déjà tout dans le jaune. Et puis on a vu que 5G s'est passé, 5,1 s'est passé, et 5,2 s'est pas passé. Donc c'est ce qui peut se produire en arrivant chez vous. Et puis on va parler des conséquences justement. Imaginons que vous avez fait de l'overclocking chez vous. Vous y êtes allé un petit peu vite, vous n'avez pas testé que votre configuration était stable. Vous avez lancé votre jeu, vous êtes en plein dedans, là vous êtes bien, vous avez tué 2-3 ennemis, il en reste un, c'est un 1 contre 1, vous êtes en finale. Là vous êtes à fond dedans, et puis clac, vous avez un écran bleu, votre PC il arrête de fonctionner. Et ben là vous l'avez un petit peu mauvaise. Donc quand on fait de l'overclocking, il va falloir s'assurer aussi que c'est stable. Et donc une des conséquences de l'overclocking, c'est que si on ne fait pas suffisamment attention, et ben on peut se retrouver avec un PC qui plante. Alors le PC qui plante, si vous jouez tous les jours, c'est pas très grave. Si vous êtes en finale d'un tournoi majeur, ça peut être un petit peu plus. Et si votre ordinateur il est en train de calculer la trajectoire d'une fusée ou d'une roquette, puis qu'il fait une erreur et qu'il plante pas, mais juste qu'il fait une erreur, ça peut avoir des grosses conséquences. Donc avant de faire l'overclocking, il faut toujours peser le pour et le contre. Est-ce que vous savez faire? Non, vous pouvez apprendre. Et qu'est-ce qui se passe si jamais vous faites mal? Si jamais vous le faites mal et puis que vous êtes en train de faire des essais comme ça, c'est pas grave, on redémarre. Vous avez vu, hein, ça prend 2 secondes, on clique sur reset et puis l'ordinateur il repart. Par contre, si jamais vous êtes en train de faire quelque chose qui est risqué ou qui est vraiment très important, eh ben, il faut considérer la chose 2 fois. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire de l'overclocking ou pas? Il y a des situations, par exemple, chez les professionnels, il y a des professionnels qui gagneraient beaucoup de temps en faisant de l'overclocking, mais qui ne veulent pas le faire parce que si leur rendu il plante au bout de 2 semaines, eh ben, ils ont perdu 2 semaines de travail. Donc oui, en overclockant, il pourra aller plus vite, mais seulement si ça plante ou si le résultat n'est pas fiable, eh ben là c'est catastrophique pour eux. On va lancer juste un petit graphic test, et là on a quasiment fini, on va passer dans peu de temps sur l'overclocking extrême. Donc voilà, les conséquences, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Il me semble que oui. Et donc les risques, parce que quand on fait l'overclocking, donc il peut y avoir des risques. Et ben les risques, on en a parlé, l'écran bleu, le PC qui plante. Alors là, c'est le risque le moins grave, on va dire. Et après, il peut y avoir des risques que votre ordinateur pourrait être endommagé. Et donc si jamais vous avez endommagé votre carte mère, malheureusement, à part en racheter une, il n'y a pas d'autre solution. Une fois qu'elle est endommagée, elle est endommagée. Alors il faut quand même dire ça en prenant des précautions. Aujourd'hui, et malheureusement c'est le cas et c'est même un peu trop le cas, aujourd'hui les fabricants de matériel mettent beaucoup de protection sur leur matériel. Donc ils nous donnent des cartes qui sont faites pour l'overclocking, on a des composants qui sont dédiés à ça, qui sont faits pour ça, mais d'un autre côté ils mettent beaucoup de protection pour éviter que justement les utilisateurs fassent un petit peu n'importe quoi. Et donc les protections, quand on a un overclocking classique, c'est bien, parce que ça vous empêche de tuer votre matériel. Par contre, quand on a un overclocker extrême comme moi, ces protections, des fois, elles sont un petit peu pénibles. Et il faut parfois les retirer, donc souder des choses sur les cartes mères, etc., juste pour les retirer. Alors, je vais vous montrer, on n'aura pas le temps de le lancer, je vais juste vous montrer une ou deux photos, si jamais je trouve les bonnes, pour vous montrer un petit peu le type de modification qu'on peut faire. Et puis un petit peu, juste vous montrer à quoi ressemble de l'overclocking extrême quand on fait vraiment de l'overclocking extrême, parce que là on n'aura pas le temps d'aller jusque là. Ouais, tu peux... Ouais, fais attention à toi. Alors, hop. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'aspect compétitif. Alors,
je reviens un petit peu en arrière, mais c'est juste que j'ai pas mis. L'overclocking compétitif, c'est un petit peu comme le e-sport. Hein. Il y a des compétitions. Et donc là, moi, j'ai voyagé aux États-Unis, en Chine, à Taïwan, en Russie, dans plein d'endroits pour faire des finales. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et qui m'a pris aux tripes et dans lequel je me suis vraiment investi. Donc là, on a un exemple d'une compétition, c'était en 2014 avec Asus. Je vous montre une photo d'une configuration une fois overclockée extrême. Donc là, c'est une configuration extrême, overclockée en extrême. Donc là, c'était 4 graphiques haut de gamme avec le processeur le plus haut de gamme de l'époque. Et donc là, il faut imaginer que juste pour faire tourner cette configuration, il y avait 5 alimentations derrière et c'était toutes des alimentations de 1500 watts. Et vous voyez un petit peu à quoi ressemble la configuration après quelques heures sous froid. Donc vous vous rendez bien compte que l'overclocking, comme je vous ai montré, là, c'est gentil. Mais après, l'overclocking extrême, quand je vous disais qu'il faut du matériel robuste et qu'il y a des séries qui sont dédiées pour, voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler après quelques heures sous froid. Alors, les modifications dont je vous parlais, là c'est pareil, c'est un exemple de carte graphique. Il y a un moment où les cartes graphiques elles viennent avec des protections. Le fabricant se dit, ben, ma carte graphique elle ne doit pas chauffer ou elle ne doit pas consommer plus de, par exemple, 200 watts. Et donc, qu'est-ce qui se passe si vous voulez l'overclocker et qu'elle a besoin de 205 watts? Eh ben, elle ne les prendra pas et donc elle ne tournera pas à la vitesse que vous voulez. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on dit, ok, il a mis une protection, eh ben, moi je vais l'enlever. Et donc, il faut trouver les schémas des petites puces. Là, on a des petites puces. Alors, il faut imaginer que la puce que vous voyez en noir, là, elle est plus petite que mon ongle. Hein. C'est quelque chose qui est minuscule. Et donc aller souder ça là-dessus, c'est pas forcément facile. Mais on va le faire pour enlever les protections. Et donc voilà un exemple aussi d'overclocking extrême un petit peu plus poussé. Alors une autre chose que je vous ai pas préparé, après on va switcher sur l'autre configuration. J'ai juste encore 2 petites minutes. Un autre aspect que je vous ai pas dit non plus, mais qui m'intéresse beaucoup. Là par exemple, vous avez le laboratoire d'overclocking d'Asus à Taïwan. Donc c'est le QG, comme on appelle, hein, le QG Asus. Et donc c'est ici qu'ils vont tester leurs composants dans des conditions un petit peu plus violentes que ce que l'utilisateur normal fera. Donc c'est pas très sexy, c'est pas très beau à voir, mais là en gros Asus avait invité les meilleurs overclockers mondiaux de l'époque et il leur avait donné le matériel et en gros ils avaient dit allez-y, faites des records et puis montrez ce que vous êtes capable de faire avec notre matériel. Et donc on est enfermé, on va dire, hein, dans une salle, on est enfermé avec les meilleurs overclockers dans une salle, ils ferment les portes à clé et ils nous disent vous restez là pendant 2 jours et vous faites tous les records que vous pouvez. Et donc là, pour un overclocker, c'est le Saint Graal. On se dit, on est vraiment chez le fabricant pour tester le matériel, pour faire des records. Et puis, à la suite de ça, ben, quand le fabricant voit qu'en plus on est compétent, et ben, il y a des liens qui se tissent, il y a des contacts qui se font. Et puis après, ben, quand le produit va sortir, il nous l'envoie avant. Et puis nous, on va lui dire, bah, attention, là, tu pourrais peut-être améliorer ça. Là, j'ai repéré un petit bug, etc. Et donc, on travaille vraiment de concert avec les fabricants. Et donc, avec des fabricants de cartes mères, avec des fabricants comme Cooler Master au niveau des alimentations, etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que on apporte notre touche directement sur les produits. Et donc les gens, des fois, ils me disent, mais l'overclocking extrême, ça sert à rien. Ben, peut-être que pour lui, ça sert à rien, mais pour moi, ça sert à quelque chose. Et c'est surtout, si vous voulez avoir demain des produits qui sont un petit peu de meilleure qualité, eh ben, ça sera, je vais dire, un petit peu grâce à moi, puis un petit peu grâce aux fabricants qui ont fait ces essais. C'est un peu comme la Formule 1. La Formule 1, ça sert pas à grand chose, mais c'est des innovations, c'est vraiment la pointe de la technologie. C'est un peu comme l'overclocking extrême. Allez, une petite dernière pour la route. Allez, ces deux-là, parce que j'ai oublié de vous les présenter quand on était dessus. Un petit graphique qui est très intéressant, c'est la consommation et la température d'un processeur en fonction de l'overclocking. Et donc, vous voyez qu'ici, hop, avec les légendes, ça ira un petit peu mieux. Vous voyez que quand le processeur ne tourne pas très vite, eh ben, la température qui est en bleu est basse, et puis la consommation, alors c'est un autre processeur, mais c'est identique pour tous. Et puis la consommation est relativement basse. Et vous voyez que plus vous allez augmenter, plus ça augmente, mais ça augmente pas linéairement. Et donc il faut vraiment faire attention, il faut avoir un petit peu de jugeote et se dire, bah, il y a un moment, j'augmente un peu la fréquence, mais par contre la température et la consommation elle explose, et donc ça devient plus intéressant. Autant sur ce palier-là, c'est intéressant d'augmenter, c'est intéressant d'augmenter, c'est intéressant d'augmenter, et quand on arrive là, il faut savoir s'arrêter parce que les conséquences sont plus importantes, on va dire, que le bénéfice, et donc ça devient moins intéressant. Et donc ça, on le voit aussi sur la photo suivante. On le voit ici. Et donc là, c'est la fréquence maximum pour chaque tension. On voit au début qu'en augmentant un tout petit peu les tensions d'alimentation, les fréquences augmentent, et on voit que la courbe, elle s'aplatit, et il y a un moment, on a beau mettre plus, ça progresse plus, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut s'arrêter parce qu'on donne dommage le processeur. Je vous propose de switcher, puis de nous faire une petite session d'overclocking extrême. On doit avoir encore 15 minutes, je pense. Combien? Va falloir négocier. Allez, on verra bien. De toute façon, une fois qu'on est lancé, il faudra qu'ils viennent nous arrêter. On part plus quand on y est. Allez.
Alors, je vais poser le micro parce qu'avec mes deux mains, je serai beaucoup plus efficace. Là, on parlait de Formule 1 tout à l'heure, là c'est un peu pareil. On est en train de faire un pit stop et on est en train de changer de carte mère à la volée. Alors, l'overclocking extrême, du coup, j'en ai pas parlé énormément parce que demain, on a une autre session. Alors, je crois que c'est à 13h. Il faudrait que je regarde sur le plan. Et par contre, on fera une session qui sera beaucoup plus dédiée à l'overclocking extrême. On fera juste un tout petit mode overclocking, histoire de réintroduire pour les gens qui n'étaient pas là, mais ça sera vraiment focus overclocking extrême. Donc, l'overclocking extrême, pendant que mon assistant finit de monter la config, allez, plus vite, plus vite, plus vite. Faut lui mettre un peu la pression, là, il reste 5 minutes. Vous avez vu tout à l'heure la photo de la carte mère où il y avait plein de glace dessus, etc. Et donc les composants, même s'ils sont faits pour l'overclocking, ils sont pas faits non plus pour être immergés dans l'eau et puis être trempés de base. Et donc c'est pour ça que si vous regardez cette carte mère, donc c'est la petite sœur de celle qu'on va utiliser, vous voyez du papier bleu. Vous voyez du papier bleu dessus. Et ben, ce papier bleu, c'est quand la glace va fondre, parce que la glace, c'est pas conducteur électrique. Donc si jamais il y a de la glace partout, c'est pas grave, ça continue de fonctionner. Par contre, il y a un moment où il peut y avoir des zones chaudes sur la carte mère, et si la glace fond, ça fait de l'eau, et de l'eau sur les composants informatiques qui sont alimentés, c'est pas très bon. Et donc c'est pour ça qu'on met des protections. Alors on peut mettre des protections comme celle-ci. C'est bon? Tu peux brancher ça aussi, tu sais, le 8 pin. On peut aussi mettre des couches de vaseline, on peut aussi mettre du plastidip. Enfin, il y a plein de méthodes, mais on peut faire des protections. Donc l'azote liquide, je vais vous montrer un petit peu pendant qu'il finit à quoi ça ressemble. Alors est-ce que je vais y arriver d'une main? Oh, bah, je vais remplir, t'inquiète pas. Alors, l'azote liquide, on le conserve dans ce bidon-là, on appelle ça un dewar. Et puis après, on se sert, parce qu'on pourrait verser directement avec ça, mais croyez-moi, c'est un petit peu lourd. Donc, on va le transvaser dans des thermos. Alors, c'est une thermos à café, hein, rien de plus. Juste pour que ce qui soit dedans reste froid, et puis que nous, on ne se brûle pas la main en l'empoignant. Donc là-dedans, il y a à peu près 25 litres d'azote liquide. Et l'azote liquide, donc c'est un liquide qui est à moins 196 degrés. Et donc, je vous ai présenté tout à l'heure que le principal frein à l'overclocking, c'était la température. Donc, on avait des systèmes de refroidissement comme celui-ci qui sont un petit peu plus gros. Mais il y a un moment où on ne pourra jamais descendre en dessous de la température ambiante avec un ventilateur, même si on utilise un IO, même si on utilise un water cooling, etc. Et donc grâce à ça, on va pouvoir refroidir plus le processeur. En le refroidissant plus, on va pouvoir l'overclocker. Et puis en l'overclockant, on va voir que grâce à l'azote, on peut aller beaucoup plus haut. Tout à l'heure, on a échoué à 5,1. Là, c'est vraiment la même configuration. Enfin, à une petite note près, mais c'est le même type de configuration. Et on va voir qu'au lieu de 5,1, on peut aller à 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 6, 6,1, 6,2, et on a réussi à monter jusqu'à 6,8. Alors là, en 5 minutes, je ne sais pas si on atteindra les 6,8, mais on va tâcher. Donc, je vais poser le micro, puis je vais vous montrer comment coule l'azote liquide, et puis ce qu'il faut faire avec, et puis après, je ferai un petit mot sur la sécurité. Alors j'ai fait exprès d'en verser un petit peu partout parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont regarder le stream et qui vont dire oh il verse l'azote sans gants, il a pas de... etc. Et systématiquement à chaque démo on me dit ça. Et j'ai fait exprès d'en mettre un petit peu par terre pour vous montrer que il y a des choses à pas faire avec l'azote. Genre si je vous en jette dessus, vous risquez d'être blessé très clairement. Si jamais vous êtes en chaussettes, comme la personne qui tenait la caméra tout à l'heure, là ça peut être dangereux parce que l'azote va s'infiltrer dans votre chaussette et vous allez vous cramer les pieds méchamment. Par contre, et je vais reposer le micro une fois, si jamais je m'en verse sur la peau directement, il faut pas de bijoux. Hein. Si je parle dans le thermos, ça va pas le faire. Donc je vais vous montrer. En fait, si vous coulez, alors je vais essayer de pas abîmer le micro, mais si vous laissez couler l'azote sur votre main,
eh ben on se brûle pas. Et donc il faut mieux pas avoir de gants, plutôt qu'avoir un gant qui va devenir très froid et vous allez vous cramer les mains. Donc c'est pas inconscient si je verse de l'azote sans gants, c'est juste que si j'ai pas de gants, je sais que sur ma peau ça va bien aller. Et par contre, il faudrait pas que j'en ai par exemple sur mon t-shirt. Si j'en mets sur le t-shirt, je peux vous faire la démo, mais le t-shirt va devenir très froid et là par contre on se brûle. Donc là vous voyez le t-shirt il devient tout blanc, il est gelé, et si je le laisse au contact de ma peau, là par contre je me brûle. Donc sur la peau ça va, sur les vêtements à éviter. Donc d'accord. Et puis les yeux par exemple, faut essayer de pas se les jeter dessus, etc. Donc c'était juste un petit peu pour vous dire que c'est pas inconscient, parce que je vous dis encore une fois, à chaque fois que je fais une démo, ben, ça finit pareil, c'est les gens qui disent oui, il a pas mis de gants, etc. Donc là on va flouder. Donc flouder c'est le fait de mettre de l'azote liquide. Et donc en mettant de l'azote liquide, la température va descendre. Alors je vous montrais tout à l'heure le thermomètre, on est parti, on était à 20 degrés parce qu'on était en température ambiante. Et le fait de mettre de l'azote, on voit que la température elle baisse, elle baisse, elle baisse. Tu peux aller dans le BIOS? Mais pourquoi t'es allé dans l'OS? Ah, ces assistants, c'est plus que c'était. Hein. Donc l'azote liquide, on le met dans ce petit récipient qu'on appelle un godet. Et donc le godet, c'est une pièce en cuivre. Alors c'est vraiment lourd. À chaque fois que je le donne à quelqu'un, il fait Wouah! Ouais. J'en avais un pour vous montrer, mais au final, j'aurais pas trop le temps. Donc c'est quelque chose qui est relativement lourd, qui est en cuivre et qui va être refroidi. Et ça va servir de tampon pour la température. Parce que si on versait directement l'azote sur le processeur, il ferait très froid, très chaud, très froid, très chaud. Et puis en gros, ça marcherait pas. Donc là, on refroidit ça. Ça va devenir la température qu'on veut. Et puis après, ça va donner le froid tranquillement au processeur. Et donc en faisant ça, on est capable de réguler la température. La température, on va pouvoir la suivre sur le thermomètre ici. Donc là, on voit qu'on est à -5. On commence seulement. On va aller dans le BIOS et on va charger un profil qui est fait. Hop. Et donc forcément, plus je mets d'azote, plus ça va être froid. Mais de l'azote, en fait, il va en falloir tout le temps. Parce que le processeur dessous, lui, il va chauffer. Et donc tout à l'heure, il était à 70 watts, 150 watts, etc. Il y a des processeurs, une fois qu'on fait de l'overclocking externe dessus, ils sont à 1000 watts. Alors vous avez vu la taille d'un processeur, hein, ça fait à peu près le die, la partie utile du processeur, c'est à peu près gros comme mon ongle. Et on a 1000 watts sur un truc comme ça. Donc c'est vraiment intense, que ce soit pour le processeur, pour la carte mère, etc. Hop. Donc vas-y, tu peux charger un profil, on va essayer de finir vite. Je pensais que j'avais 1 heure. Et ben charge. Il n'y a pas de XOC là? Ouais, bah mets celui-ci là, le 5, charge de profil 5. Donc là, les profils, on les a fait avant de venir, parce que sinon, il aurait fallu plusieurs heures pour le faire. Donc on charge le profil dans le BIOS directement, et puis on va voir que le processeur... T'as fait F10 là? Oh là 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 là. Bon, attends. Ça va? Ok, super. Attendez, parce que là, il y a la situation de critique, tu peux couper. Alors là, la situation critique, c'est qu'en fait, on a mis des tensions d'alimentation qui sont vraiment très 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 élevées et qu'on n'est pas encore froid. Et donc, comme on n'est pas encore froid, si la configuration démarre, elle risque de prendre cher. Donc, on va juste attendre d'être un tout petit peu plus froid et puis après, on va essayer de booter. Là, tu peux retourner dans le BIOS. Le BIOS, ça passera, je pense. Mais je sais même pas si ça ira dans l'OS. J'ai pas regardé les fréquences. Donc là, on est à -65 degrés. Alors, le petit truc utile, hein, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le debug LED. Et donc en gros, le code va nous indiquer ce que la carte mère est en train de faire. Et donc au bout, il y a plein de codes qui défilent, qui tournent. Et puis grâce à ça, on peut savoir quand il y a un problème, d'où vient le problème. Et donc ça nous aide, les overclockers, à débugger un petit peu le matériel. On est dedans? Alors je vais juste jeter un petit coup d'œil sur les réglages, histoire de voir si on est safe. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, hein, on était à 4 GHz, on était monté à 5, là on est à 65. Alors je vais mettre 60, ça fait 6 GHz, juste pour le premier démarrage, puis après on overclockera un petit peu sous OS. Hop. Alors pareil, la tension d'alimentation tout à l'heure était à 0,88, on avait monté à 1,15, on a monté à 1,2, on a monté à 1,3, là on a 1,65. Donc hop. Là quand c'est tout rouge, faites-le pas chez vous. Hein. C'est une bonne indication. Donc là on est pas mal, donc on va pouvoir lancer, je pense, on doit être à -80. Allez, vas-y, tu peux lancer. Alors, là, c'est pareil. Le moment où on applique le profil, il faut bien le choisir, parce que si on applique le profil trop tôt, eh ben, la carte elle a des tensions d'alimentation trop élevées, et puis on va cramer quelque chose. Et puis si on attend trop, la configuration elle va pas être capable de démarrer, et ça, c'est un des plus gros points noirs pour un overclocker. C'est ce qu'on appelle les call bugs et les call boot, les call bug boot. C'est en fait le matériel, il est trop froid, et s'il est trop froid, il n'est pas capable de démarrer. Donc le froid l'aide, mais il y a un moment où ça marche pas.
Et donc pour que ça marche pas, il faut augmenter les tensions d'alimentation. Donc si on les augmente trop tard, eh ben, la configuration a déjà planté parce qu'elle était trop froide et qu'elle n'avait pas assez de jus. Et puis par contre, si on les augmente trop tôt, eh ben, la configuration a trop de jus et puis elle n'est pas assez froide et puis après on endommage des choses. Donc là, on a réussi à booter du premier coup, c'est déjà un exploit parce que c'est pas toujours que ça marche, bien. Et si vous regardez Core Temp, maintenant, on voit qu'on a 0 degré. Alors c'est pas grave, ouais, on peut peut-être switcher sur les commuter les deux écrans. Voilà. Donc là, on voit qu'on a 6 GHz au processeur. Alors chez vous, je vous défie tous, si vous avez un 9900K, qui que ce soit, essayez de mettre votre 9900K à 6 GHz sur tous les cœurs comme ça, en air, et puis votre processeur, je vous l'achète, parce que ça sera vraiment une perle. Et puis là, on va essayer de lancer un Cinebench. Alors, on va mettre juste un tout petit peu plus de froid. On a combien? Moins 120. Allez. Hop. Allez, on va tenter. 6 GHz, ça devrait passer. On va tenter. Il y a quand même pas mal de volts, mais on est déjà à moins 120, donc on va voir si ça se passe bien. Rappelez-vous, tout à l'heure, à 4 GHz, on faisait 1755. Ensuite, on avait augmenté à 5 Go, on faisait 2100, je sais plus, 2133, 2000 quelque chose. Et donc là, on est à 6 GHz. Donc en principe, si on a vraiment les 6 GHz, hop, on a plus de points. Donc au lieu de 1700, maintenant, on a 2600. Mais 2600, c'est bien, mais 2007, c'est mieux. Donc comme 2007, c'est mieux, ben, on va essayer de mettre un peu plus de fréquence. Donc là, normalement, la configuration, elle est prête. On va cloquer, on va mettre par exemple à 6.3. On va faire des gros paliers parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors 6.3, je ne sais pas si ça va passer avec moins 130. Plus la configuration va être froide, et puis plus on sera capable de passer des hautes fréquences. Si on demande des fréquences trop élevées alors qu'on n'est pas encore assez froid, eh ben, ça risque de planter. Vas-y, lance, on verra bien. Si ça plante, on recommence. Et donc là, on voit la température. Non, on voit pas la consommation. Il faudra lancer un autre logiciel parce que là, dans le BIOS, on a désactivé l'option. On le lancera juste après le Master Plus. Je me rappelle pas le score, hein, honnêtement. Ça n'a pas appliqué? Ah, on a oublié un câble. Attends, donne-moi 2 secondes. Juste, je branche un câble USB. Alors là, le son que le God a fait, je sais pas si on a un retour sur le son. Ça, c'est un son qui me plaît, ça. C'est comme le bruit des moteurs quand on a des grosses voitures de course. Voilà, le pit stop était rapide, mais il n'était pas parfait, on avait oublié un câble. Donc vas-y, est-ce que tu peux lancer le truc Cooler Master pour montrer un petit peu la consommation en même temps? Alors, vous voyez que l'azote liquide, ça part quand même relativement vite. Il faut vous dire que chaque litre d'azote liquide, moi je le paye à peu près un peu plus d'1 euro 50. Et donc là, par exemple, j'ai déjà consommé 4 euros juste pour refroidir un petit peu la configuration. Vas-y, lance un Cinebench, parce que là ça va être froid, ça risque de planter après. Et puis mets ça en avant-plan. Et donc là, par exemple, l'alimentation que j'utilise, donc c'est le Master Wattmaker 1500. Ça a frisé, non? Ça bouge encore? Je vois pas, comme il y a le truc devant, on voit pas. Ah, il faut que tu cliques sur... Faites-moi la souris. Il faut cliquer ici pour voir. Donc là, on voit 360 watts. Et donc là, l'alimentation, toutes les alimentations ne le permettent pas, mais celle-ci, en fait, elle a un système de monitoring intégré. Et donc, on arrive à voir la consommation en entrée, la consommation en sortie. On peut voir la stabilité de tous les rails parce qu'il y a vraiment beaucoup de paramètres qui sont importants pour les overclockers. Et donc, grâce à cette alimentation-là, on peut voir combien on consomme et puis on peut voir si tout est stable, etc. Normalement, on peut le voir avec d'autres logiciels, mais là, je les ai désactivés. C'est pour ça que j'ai réutilisé celui-ci. Donc là, on voit maintenant, on a 2723. Alors, on peut aller très loin, comme ça, 2723 c'est bien, mais 2800 c'est mieux. Et donc, allez, vas-y, on peut Colzi 6.6 et puis mets-lui un 72 volts. Là, c'est les derniers runs. Hein. Après, s'il faut couper, on peut couper dans 2-3 minutes. On a encore du temps? Allez, c'est festival. Donc, un 72 volts, là, c'est la limite pour ce processeur. Après, il marche moins bien. Donc, vas-y, 6.6, on est pas mal. Essaie d'augmenter le cache, mets-le à 6, mets-le 6.1 ou 6.2 tout en bas. Donc là, le cache, c'est une autre partie du processeur qui donne aussi des performances. Donc vas-y, lance vite. Donc là, on a optimisé non seulement les corps. Alors là, si vous pouvez, je sais pas si on peut filmer en même temps, mais là, l'azote, on a tellement de consommation, donc on a tellement de chauffe que ça fait bouillir l'azote un petit peu comme quand vous cuisinez les pâtes.
et on voit que l'azote il bout complètement quand... Ah, on a eu un petit... En même temps, les RGB, c'est à la mode en ce moment, donc... Alors, bon, c'est pas bien grave, ça fait un petit effet artistique, moi ça me plaît bien. Ça va bien, ah, ça va bien avec les rames. Les rames qui font beaucoup parler d'elles aussi. Donc on a des G-Skill Trident Royal. Et puis alors les G-Skill Trident Royal, c'est on aime ou on n'aime pas parce que ça fait un petit peu bling bling, ça fait des petits cristaux. C'est de la très bonne rame, voilà. Niveau design, c'est un petit peu spécial. Donc combien est-ce qu'on a fait de score? Parce que c'est bien beau de parler de RGB. On a fait 2900. Donc rappelez-vous, par défaut, quand on était à 4 GHz, on faisait 1700. Après on a réussi à faire 2100. Là on a 2900. 2900, on peut sans doute faire plus. Normalement on arrive à passer les 3000. Donc on va voir si mon assistant est meilleur que moi. Moi les 3000, j'ai eu un petit peu de mal. En tout cas, le matériel en est capable. Hein. Donc, s'il n'y arrive pas, c'est de sa faute. Alors, je sais pas si, pendant qu'il fait son petit truc, parce que moi ça m'intéresse pas, hein, je le connais déjà bien celui-là. Je sais pas si on a le droit de vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'azote liquide, si jamais vous voulez essayer. Ah non, il faut pas de bijoux parce qu'après ça se coincentre. Il faut pas se mettre au-dessus de ses pieds non plus, donc autant de la main, pas de bijoux, les bagues en moins. Mettez la main de l'autre côté juste pour que ça coule, voilà, vous mettez comme ça. Si t'as des poils, ça reste dedans, après ça brûle un peu. Hein. Donc épilation forcée pour tout le monde. Alors pareil, il faut pas le garder dedans. Si jamais vous mettez la main dans l'autre sens et que vous faites une petite cuvette, bah là ça crame quoi. Non, vous mourrez pas, mais pas tout de suite. Avant vous souffrez. Allez, ben, tournée générale. Alors on peut aussi le boire, enfin, en mettre dans sa bouche et le cracher, ça fait de la fumée, ça fait joli, mais j'ai pas le droit de vous montrer. On peut faire de la cuisine moléculaire ouais, avec. J'ai jamais essayé, mais j'ai proposé. En venant, j'ai proposé à des amis d'essayer. Si vous avez des recettes, je suis preneur. Ah, mais on m'en a parlé sur mon dernier stream il y a 2 jours de faire des meringues pour faire de la fumée. Eh ben vous pouvez tester. Allez, venez chercher de l'azote ou ramener des chips. Si vous voulez refroidir, alors il faut des alcools forts. Hein. Si vous servez des trucs un petit peu costauds, on peut refroidir à l'azote liquide. Après, si c'est des boissons genre Coca ou qui sont gazeuses, ça fait vite une croûte de glace dessus et ça fait un truc un petit peu tout. Enfin, c'est pas très ragoûtant. Faut éviter quoi. Mais dans les cocktails, ça marche bien. Ah bah y a pas de souci. Vous pouvez venir me trouver hein, d'ailleurs n'importe qui. J'ai une table qui est juste à l'entrée des coins gamers là. Si vous voulez papoter, si vous voulez overclocker vos PC, si vous voulez faire du delete de CPU, si vous voulez tester l'azote. Hein, non, ça va. Et donc, alors, juste pour finir, ça fait combien toi? 2996, ah là 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 là. Il en est pas loin les 3000, hein. Je vous ai dit c'est possible, c'est possible. La dernière fois qu'on a fait une démo ensemble, on avait fait record du monde, enfin, hein, on avait pris la première place. Et après, il disait à tout le monde que c'est lui qui avait tout fait. Ouais. Là, par exemple, quand ça fait plus glouglou qu'il n'y a plus d'azote, ça va pas aller très haut. Hein. Hein ouais. Alors, je sais pas, niveau temps, on arrête ou on a encore un petit peu, c'est comme vous voulez. On peut. Ben oui, mais alors là, par exemple, clairement, c'est une grosse erreur de mon assistant parce que il est censé overclocker, il est censé regarder le godet, et là, il n'y a plus d'azote dedans, et c'est à moi de lui dire qu'il a oublié de mettre de l'azote. Et donc, forcément, si on est à moins 160 degrés, au lieu de moins 196, bah, le processeur, il plante, il est pas stable. Donc, les 3000, il n'en était pas loin, mais il est encore pas au niveau 1. C'est encore pas un Wizerty, il a le logo sur le t-shirt, mais je vais peut-être lui retirer, je sais pas, j'hésite un petit peu. D'accord, faut partir maintenant. De toute façon, on a à peu près fini. Alors, juste, je vais faire un petit point sur pendant qu'il essaie de faire ses 3000 points, parce que je pense que ça lui tient à cœur. Allez, qu'est-ce que tu veux? Si tu passes ces 3000 points, qu'est-ce que tu veux? C'est ces jeunes, ils ont tout maintenant, ils ont même plus d'ambition, ils ont plus envie de rien. Donc, alors, on va regarder un petit peu ce qu'il fait, et puis je lui dirai ce qu'il oublie. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais... Ah, c'est pas mal, c'est un bon début.
Donc là, comme on a déjà chargé un profil dans le BIOS, alors on va pas faire trop longtemps parce que la config n'était pas préparée pour tourner longtemps, elle est en train de geler de tous les bouts. On a un profil dans le BIOS qui a quasiment tout de près. Donc toutes les sécurités, on les a enlevées, toutes les tensions auxiliaires, tout ça, on les a réglées. Et donc là, sous l'OS, on affine, on peaufine. On a mis des fréquences un petit peu basses pour faciliter le démarrage, parce que si on met les fréquences maximum dès le début, eh ben, on a beaucoup de mal à démarrer. Donc on se dit, on démarre tranquillement, et puis on finit les derniers mégahertz directement sur le système d'exploitation. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, à propos de la sécurité, alors juste l'azote, parce que là on a fait un petit tour, on s'est tous versé de l'azote dessus, c'était rigolo. Il faut savoir qu'en fait l'azote il est liquide à moins 196 degrés, et donc quand il arrive à moins 195, il s'évapore. Et donc en s'évaporant, bah, ça fait du gaz. Un petit peu comme pareil, hein, quand vous prenez vos pâtes, vous savez l'eau elle bout à 100 degrés, bah, à 101 degrés elle devient du gaz et puis elle s'en va comme ça dans la nature. Il faut savoir que l'azote liquide quand il s'évapore, il prend beaucoup plus de place. Donc si on a 1 litre d'azote liquide, quand il s'évapore, il va faire, je sais plus, genre 800 litres ou quelque chose comme ça. Donc le premier risque qu'il y aurait si vous avez chez vous une pièce qui est petite, eh ben, c'est qu'en gros l'azote en s'évaporant, il va remplir votre pièce. L'azote c'est pas dangereux, dans l'air il y en a 80%. Le problème c'est que vous avez besoin des 20% restants pour respirer, vous avez besoin de l'oxygène. Et donc si jamais vous relâchez trop d'azote dans l'air et que l'air il est pas recyclé, bah, vous risquez une asphyxie parce que l'azote vous tuera pas, mais le manque d'oxygène lui par contre il peut. Donc ça c'est un des risques. Et puis après quand on se le versait dessus, on voyait que c'était rigolo, on voyait que ça faisait même pas froid et on le sent pas. Bah, c'est justement parce que l'azote il s'évapore et donc en arrivant sur votre peau est tellement chaude qu'il s'évapore et en fait ça crée une couche de gaz et le gaz il va empêcher le liquide de toucher votre peau. Et donc comme ça l'azote il coule sur votre peau, il s'en va et puis vous avez même pas froid donc vous êtes content. Par contre, ce que je disais, c'est que s'il se met sur votre habit, bah, la couche de gaz, il n'existe plus. Votre habit, lui, il est à moins 196, et lui, par contre, il vous gèle. Bon, c'est le dernier test, parce que là, ça commence à être tout gelé, puis j'avais pas isolé pour. Ça a échoué. Alors, pourquoi est-ce que je dis c'est le dernier test? Parce que quand on fait de l'overclocking, normalement, il faut vraiment bien préparer le matériel. Et là, comme ça devait durer qu'un quart d'heure, on voit, par exemple, la rame n'est pas protégée, et donc ça fait vite de la glace sur la rame. Je sais pas si vous voyez, là où j'ai passé le doigt, eh ben, on voit qu'il n'y a plus de glace là où il y en avait. Et donc la glace, là il y en a, c'est pas très grave, c'est un radiateur en métal. Par contre dessous il y a les puces, et les puces elles sont pas protégées, elles ont pas de sopalin, elles ont pas d'essuie-tout. Et donc si jamais la glace fond, eh ben, ça va risquer de faire de la condensation. On voit par exemple tous les rades de la carte mère, c'est pareil, vous voyez, il y a déjà des cristaux de glace qui se forment un petit peu partout. Et donc normalement on a un système de dispositif pour réchauffer la carte mère, mais pour un quart d'heure ça valait pas le coup de le mettre. Et puis il faut aussi un ventilateur. Alors le ventilateur c'est pas du tout pour refroidir la configuration hein, vous pouvez regarder, elle est suffisamment froide, là on est à moins 186 degrés. Faut bien voir le petit moins, alors j'essaie de tourner un temps, voilà. On est à moins 186 degrés au niveau du processeur, donc il n'a pas besoin de ventilateur pour être frais, il est largement frais. Par contre le ventilateur il va servir à évacuer les fumées, parce que la fumée est très froide, elle tombe sur la carte mère et elle congèle tout. On voit que les ports USB sont congelés, on voit que les boutons sont congelés, la RAM est congelée, et ça se propage même aux ports PCI Express qui sont un petit peu plus loin. Et donc là normalement il aurait fallu vraiment mettre le système de chauffage en route, mettre des couvertures en sopalin, en essuie-tout, le truc bleu un petit peu partout, mettre un ventilateur pour extraire la fumée, etc. Donc la préparation pour 15 minutes de démonstration et la préparation pour je chasse des records du monde et je bench 8 heures sous froid, c'est vraiment pas la même. Donc voilà, moi j'ai à peu près fini ce que je voulais vous expliquer. Je vous donne rendez-vous donc demain. Alors est-ce que quelqu'un sait le créneau exact? Je crois que c'est 13h ou midi ou... Je vais juste aller chercher l'information. 15. Ça a été décalé, non? C'est pas 13h15 plutôt? Ok, bon bah c'est 15h30, c'est beaucoup plus tard que je croyais. Donc demain 15h30, on fait 1 heure, on fera un petit rappel sur l'overclocking classique et puis on fera beaucoup plus d'overclocking extrême. On lui donnera sa chance pour passer les 3000 points parce que là, moi je pense que c'est un gros échec, il est vraiment pas au niveau. Ce soir il va pas dormir et puis comme ça ferme pas, il va comme ça ferme pas, il va peaufiner ses réglages. Donc là on peut éteindre et puis un dernier point qui me tient à cœur aussi, les overclockers, on a une super mauvaise réputation. Et là j'insiste, super mauvaise réputation. Les gens, que ce soit les marques qui nous connaissent pas trop, ou alors les gens qui font de l'overclocking comme ça, ou les gens qui connaissent un peu l'overclocking, ils partent du principe que s'ils nous prêtent quelque chose, on va le flinguer. Alors j'ai des collègues, c'est vrai, mais pas tout le monde. On peut faire de l'overclocking et puis prendre soin de son matériel. Les processeurs, j'en ai passé des centaines et des centaines et des centaines, et je me souviens pas en avoir tué un en faisant de l'overclocking. En faisant des expériences un peu folles peut-être, mais pas en faisant de l'overclocking. Et donc voilà, si on suit quelques règles de base, si on prend soin de son matériel, ben, il peut durer des années sans l'endommager. Donc oui, il y a des gens qui tuent le matériel, il y a des gens qui sont pas soigneux, mais c'est pas tous les overclockers qui sont comme ça. Et puis là, on vous a fait une démonstration, on a fait exprès d'aller chercher les limites du processeur, on l'a fait chauffer à 100 degrés, normalement il n'y aurait pas fallu, le matériel il est encore vivant, on a eu des écrans bleus, le matériel est encore vivant. On a fait une séance où on a pris 6,8 sur un processeur avec les 8 cœurs, ça serait d'activer.
sachant que de base, il a 4... la fréquence de base de celui-ci, c'est 3,6, et puis en turbo, je crois que c'est 4,7. Donc on est quand même passé de 3,6,4,7 à 6,8, c'est quand même une grosse augmentation, et puis pourtant, si j'appuie sur le bouton là tout de suite, la configuration, elle va redémarrer. Donc voilà, eh ben, écoutez, je remercie mon assistant déjà. Alors, je te laisse prononcer ton pseudo tout seul parce que... Jigfio. Moi j'arrive pas à Jigfio. C'est à chaque fois que je le lis, je me dis putain, j'arriverai pas à le prononcer comme il faut. Donc mon assistant, merci à lui, merci aux gens qui m'ont écouté, aux gens qui regarderont le streaming, et puis aux partenaires aussi qui m'ont permis d'être là. Donc le partenaire principal c'est Asus, et puis j'ai mon sponsor aussi, Cooler Master, que je tenais à remercier, voilà, parce que c'est une passion, et puis quand on a la chance de pouvoir travailler comme ça en collaboration avec les marques, quand on a la chance de pouvoir les produits en avant-première, de pouvoir avoir des produits qu'on peut pas forcément se payer autrement, bah c'est vraiment chouette. Voilà. C'est bête à dire, mais ça fait plaisir. Donc voilà, merci à tout le monde, à vous, à eux, à toi. Et puis à demain, donc 15h30, parce que c'est pas l'air négociable, pour la démo d'Overclocking Extreme. Allez, au revoir.